Avoue, depuis que tu as commencé la musculation, tu as toujours entendu cette phrase, cette légende, ce bruit de couloir, tu sais même pas d'où ça sort, mais la vérité en plus, c'est que tu te dis, putain, c'est vrai. T'es sous la barre du coucher, t'es en train de faire tes derniers reps, t'es en train de crever, et ton pote derrière toi, il te lâche pas, il te dit, allez, c'est les derniers reps qui comptent, c'est les derniers reps qui comptent, frérot. Et c'est rentré dans ta tête, mais sans vraiment que tu ailles chercher le pourquoi du comment de ce mythe. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'expliquer d'où vient cette légende, ce mythe, qui en soi, pour moi, est très important et essentiel à la musculation. Donc pour ça, je le fais rarement sur ma chaîne, mais on va voir ensemble toutes les études qu'il y a derrière cette phrase qu'on a tous entendue. Je le fais rarement parce que une étude en soi, tu prends le contexte, etc., ça veut pas forcément dire grand chose en soi. Il faut regarder le contexte de chaque étude, voir qui a financé cette recherche ou non, et c'est comme ça que tu vas avoir quelque chose de précis et d'utilisable dans la vie de tous les jours, d'accord? Et le dernier point, c'est une fois qu'on va savoir si cette phrase est valable ou non, comment l'utiliser de la meilleure manière pour toujours le but sur ma chaîne, c'est l'hypertrophie, perdre du gras et prendre du muscle, l'hypertrophie musculaire. Comment appliquer ce mythe, cette phrase, afin de maximiser au maximum l'hypertrophie. Et pour ça, il y a un terme, ce qu'on appelle le ratio entre le stimulus musculaire et la fatigue, d'accord? Donc c'est parti les gars, on attaque. Comme je viens de vous le dire, il y a un sujet qui fait de plus en plus de bruit dans la communauté du fitness, surtout aux US. En France, on est un peu plus à l'ouest, t'as vu, on est plus tranquille, bon, chacun son truc. Aux US, c'est des passionnés, ils font des études, ils font des vidéos, ils font des conférences, ils font des trucs tout le temps, c'est pour ça qu'ils ont un petit peu d'avance par rapport à nous. Mais pas grave, l'avance qu'ils ont, on va la rattraper ensemble, d'accord? C'est le but de la chaîne. Il y a quelque chose qu'ils appellent comme les répétitions effectives, d'accord? En français, tu peux traduire ça par les répétitions qui marchent, d'accord, sur le corps, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas faire ton coucher, ton 1RM, c'est 100 kg. Pour travailler l'hypertrophie, tu vas prendre entre 70 et 85% de ton 1RM et faire entre 6 et 8 reps, d'accord? Là, tu travailles l'hypertrophie, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas devoir faire 7-8 reps à 75-80 kg pour travailler l'hypertrophie, premier point. Deuxième point, qu'est-ce que ça veut dire? Les répétitions efficaces, répétitions effectives, comme ils disent les US, ça veut dire qu'en dessous de 7, si tu fais juste 4, 5 ou 6 reps, est-ce que ça veut dire que ça va être inutile pour la croissance musculaire? Est-ce que tu vas engendrer aucune croissance musculaire? Ça, c'est la question que beaucoup de scientifiques et fanatiques de musculation, avec des doctorats, machin, tout ça, se posent. Et c'est la question qui revient de plus en plus souvent. Est-ce que c'est les 2 ou 3 derniers reps avant l'échec qui vont favoriser la croissance musculaire? Est-ce que c'est aller à l'échec qui va favoriser la croissance musculaire? Est-ce que entre la première et les 2-3 derniers reps avant l'échec, ça sert à rien? On va voir tout ça les gars, ensemble, ok? Il y a plusieurs études qui ont commencé en 2005 jusqu'à la dernière 2019. Nous, on va voir ensemble celle de 2005 jusqu'à 2018 et celle de 2019 qui est très très récente, c'est la plus récente. On va la mettre à part, ok? Donc jusqu'à présent, 4 études, celle de Nobrega, celle de Pareja Blanco, Samson et Helms, ont trouvé une hypertrophie assez similaire lors d'un entraînement à différentes proximités de l'échec, d'accord? Et t'en as 3. Celles de Martorelli, Goto et Geising, qui ont trouvé une croissance plus importante lors d'un entraînement à l'échec, d'accord, par rapport à un entraînement qui ne va pas à l'échec, ok? Comme je l'ai dit, le truc avec ces études, donc là on en a 7 qui sont quand même assez conséquentes, c'est que en fait, il y en a juste 2 qui ont utilisé des haltérophiles entraînés, d'accord? C'est uniquement celle de Helms, Eric Helms, qui est très connu, et Pareja Blanco, d'accord? Et les autres ont utilisé uniquement des sujets non entraînés. Donc là, c'est difficilement applicable. Mais quand même, on les a citées, elles sont connues, et ce sont des références dans le milieu par rapport à ce sujet. Okay? Les 2 études avec des haltérophiles entraînés ont trouvé une hypertrophie similaire en dépit des différentes proximités avec l'échec. D'accord? Donc, qu'elles s'arrêtent 3 reps, 2 reps ou 1 rep avant l'échec, l'hypertrophie était similaire. Par contre, les études sur les haltérophiles non entraînés, celles de Goto et Martorelli, ont trouvé que le fait d'aller vers l'échec et à l'échec causait plus de croissance, d'accord? Et une seule, celle de Samson, a trouvé une hypertrophie similaire avec différentes proximités à l'échec, d'accord? Donc, on voit que qu'on aille entièrement à l'échec ou qu'on se rapproche de l'échec, sur cette étude, elles disent quasiment la même chose. On a une croissance musculaire assez homogène, d'accord? Bon, là tu te dis, putain,
Ah, j'étais en train de nous compliquer encore plus la vie. Déjà que sur YouTube, il y a n'importe quoi, je sais même pas comment bien m'entraîner, si je dois faire lourd, léger, combien de fois par semaine, etc. Et là, tu viens nous saouler avec des études qui te disent l'échec, pas l'échec, c'est la même chose. Calme-toi, frérot. D'accord? Je suis désolé, calme-toi. On va tout voir ensemble. On va tout voir ensemble, t'inquiète pas. L'étude de 2019 est pour moi la plus intéressante et celle qui parle le plus. D'accord? Celle de 2019 de Carole et Al, d'accord, prend en compte 15 personnes qui ont en moyenne 8 ans de musculation, d'accord? Et c'est une étude sur 10 semaines. Cette étude va mesurer les gains en hypertrophie sur 2 groupes de sujets. Le premier groupe, c'est ceux qui se rapprochent de l'échec, d'accord? Donc qui ont un travail intensif, qui vont s'arrêter entre 6 et 2 reps avant l'échec, d'accord? Donc tu as 1 RM sur chaque exo, squat, couché, peu importe. Et on travaille entre 65% et 95% de ce 1 RM sur les différents exos, d'accord? Et donc là, ça veut dire qu'ils vont s'arrêter entre 6 et 2 reps avant l'échec, ok? Et le deuxième groupe, eux, sur les exos, ils vont direct à l'échec à la dernière série, d'accord? Donc si un exo, ils ont 4 ou 3 séries, ils vont aller à l'échec que à la dernière série, ok? Ça parle un peu plus que les autres études. Je vais pas rentrer dans les détails d'autres études, mais tu as des études qui... T'en as une qui comparait à un mouvement. Donc si tu fais 10 reps sur un exercice versus 5 reps, rest, pause, 5 reps. Ça mesure l'hypertrophie, d'accord? Cette étude 2019 pour moi de Carole et Al est un peu plus significative et me parle un peu plus. Et je pense qu'elle va vous parler un peu plus. Donc à la fin des 10 semaines, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mesuré la croissance, la taille, l'hypertrophie des fibres 1, des fibres 2, des myosines, et ils ont mesuré mTOR. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que le groupe 1, à savoir ceux qui s'arrêtaient un petit peu avant l'échec, qui avaient un travail intensif, d'accord, qui s'arrêtaient un petit peu avant l'échec et n'allaient jamais à l'échec, avait une croissance plus importante, pas de ouf, mais plus importante que le groupe qui allait à l'échec, à tous les niveaux, fibres de type 1 et fibres de type 2, d'accord? Et myosine aussi, bon, c'est lié. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si tu te bases sur la majorité des études, et surtout sur celle-là, tu vas te dire, bon, je vais éviter d'aller à l'échec, si je comprends bien. Je vais travailler sur des charges qui vont me faire en sorte, de mettre à l'échec sans aller à l'échec. C'est ce que tu te dis, c'est pas bête. Le truc, c'est que tu as les études et tu as la réalité. Tu l'as constaté, à l'entraînement, des fois, quand tu fais des drop sets, des supersets, où tu vas à l'échec sur certains groupes musculaires, ou certains exercices spécifiques, tu as une meilleure croissance. Mais tu as une étude qui te dit que quand tu t'arrêtes un petit peu avant l'échec, tu as une meilleure croissance. Qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben, tu vas devoir être intelligent et allier les deux. C'est pour ça que on a quelque chose qui s'appelle le ratio stimulus-fatigue. Réfléchis. Sur les 7 études, plus la dernière de 2019, tu as quasiment la moitié qui te dit quand tu vas à l'échec, tu as une meilleure croissance, et l'autre qui te dit quand tu arrives quasiment à l'échec, tu as une meilleure croissance. Si tu réfléchis bien, tu te mets encore sur ton développé couché, d'accord? 1 RM, 100 kg. Si à chaque série, ou sur 2 séries sur 4 par exemple, tu vas à l'échec, ok, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que certes, ta croissance musculaire va être on point, va être au top, parce que tu seras arrivé quasiment à l'échec, voire à l'échec. Le problème, c'est que derrière, tu enjambes une fatigue qui est exponentiellement plus importante. Si, à contrario, tu travailles de façon intensive, 80% de ton RM, à chaque série, tu vas faire 7-8 reps, donc, ce qui veut dire que mathématiquement, tu t'arrêtes 2 reps avant l'échec, ok? Là, tu vas avoir une croissance musculaire, certes un tout petit peu moins importante que si tu allais à l'échec, mais quand même assez importante, et par contre, ta fatigue sera nettement moins élevée que si tu allais à l'échec, d'accord? Et là, si tu regardes les deux courbes, on a un ratio stimulus-fatigue beaucoup plus intéressant, ce qui va te faire tenir sur la longueur. Qui dit tenir sur la longueur dit hypertrophie intelligente. Ce qui est fortement conseillé, et une méthode de travail assez moderne et qui change un peu de l'ordinaire, c'est au lieu de compter les reps et te dire je vais faire 4 séries de 8 reps, 3 séries de 15 reps, etc. Tu te dis, c'est très simple, je fais ça souvent à mes élèves ou arriver à un stade de progression et de coaching, tu te dis, je fais 3 séries de 2 reps avant l'échec. Exo d'après, je vais faire 4 séries de
une rep avant l'échec. Exo d'après, je vais faire 2 séries de 3 reps avant l'échec, d'accord? Et c'est en fonction de ton évolution dans l'entraînement et du type d'exercice. Par exemple, si tu viens de commencer un nouveau programme, et dans le nouveau programme, tu n'avais pas... Donc avant, tu faisais que du développé couché halter, et tu passes au développé couché barre, d'accord? Donc, évidemment, la première semaine, tu vas pas dire « je vais faire 4 séries de 2 reps avant l'échec ». Parce que vu que tu viens de commencer ça, et que c'est un mouvement composé assez complexe, ça va, la courbe de la fatigue va être un petit peu trop élevée, vu que c'est la première semaine. D'accord? Le stimulus va être important, mais la courbe de fatigue va être un peu trop élevée. Qu'est-ce que tu vas faire, vu que c'est la première semaine que tu fais ce nouvel exercice, qui est un exercice composé? Tu vas dire, je fais 4 séries de 4 reps avant l'échec. Et arrive à la semaine 2, 4 séries 3 reps avant l'échec, et à la dernière semaine, donc une semaine avant la semaine de déload par exemple, tu fais 4 séries de 1 rep avant l'échec. Tu vas avoir un stimulus de plus en plus important, qui va croître, et la fatigue, elle, ne sera pas hyper importante et ne va pas te freiner, parce que tu l'auras contrôlé de façon intelligente. À l'opposé des mouvements composés, tu as les mouvements d'isolation. Donc là, par contre, c'est une autre histoire. Tu peux plus facilement aller à l'échec sans que ça engendre une fatigue importante et freine ta croissance, d'accord? Quand tu as trop de fatigue, ton système nerveux il est down, tes articulations sont down, et tu vas pas pouvoir garder ce rythme longtemps, d'accord? Le bodybuilding, c'est la longévité, c'est un marathon. Faut faire ça intelligemment, les gars, faut pas être pressé si tu veux avoir du résultat sur le long terme. Les mouvements composés, tu t'arrêtes 2-3 reps avant l'échec. Les mouvements d'isolation, tu peux aller 1 rep, 2 reps, des fois même à l'échec sans problème. Après, à toi de placer de temps en temps, au bon moment, quand tu le sens bien et tu es en pleine forme, des drop sets, pas à toutes les séries, parce que oui, évidemment, tu vas faire des drop sets à toutes les séries en une semaine, tu vas être flégon, tu vas faire ça la semaine d'après, ton corps il va plus bouger, tu vas être KO, tu n'arriveras plus à te lever le matin. Pourquoi? Parce que tu te seras cramé des articulations et nerveusement. On va faire ça intelligemment, les gars, ok? Donc vous l'avez compris, on va faire un schéma, tu prends une série de 15 reps, ok? De la première à la 10e rep, le stimulus est quasi faible. D'accord, sauf si tu es débutant, le stimulus est faible. C'est sur les 5 dernières reps que la croissance va être de plus importante. Donc, plus tu vas t'approcher du 0 rep avant l'échec, plus la croissance sera importante. Et vice versa, plus tu vas t'approcher du 0 rep, plus la fatigue sera importante. À vous de trouver le meilleur ratio entre stimulus et fatigue pour avoir une croissance intelligente et sur long terme. Donc j'espère que cette vidéo vous a un petit peu plus alerté, vous a fait un petit peu plus réfléchir sur le sujet, sur cette phrase qu'on entend tous les jours à la salle. Frérot, c'est les derniers reps qui comptent, et même toi dans ta tête, des fois quand t'es chaud, c'est les derniers reps qui comptent. Tu vas au bout, tu vas à l'échec. Bon, après t'es cramé, tu te dis pourquoi j'ai fait ça, mais bon, ça paye. Toujours s'amener à une réflexion sur un sujet, voir les études, voir le background qu'il y a derrière tout ça, la légende, pourquoi on entend cette phrase, que ce soit ça ou quelque chose d'autre, réfléchir dessus et appliquer à la vie réelle, d'accord? Tu coordonnes les deux, études, vie réelle. Le but, c'est toujours perdre du gras, faire du muscle de façon intelligente, sans se blesser. Donc maintenant que tu as vu cette vidéo, je pense que tu vas construire un petit peu plus intelligemment, si je peux me permettre, ou de façon différente tes entraînements. Je pense que tu vas commencer à te dire, je vais m'arrêter X reps avant l'échec, et observer, d'accord? Et je pense que c'est très bien. Réfléchis comme ça, parce que des fois, sur un programme, tu vas avoir écrit 4 fois 8 reps, mais tu vas pas te pousser toi-même, tu vois, à 8 reps, en fait, finalement, ça se trouve, il t'en restait 6, ou ça se trouve, à 8 reps, il t'en restait que une, tu t'es trop cramé, d'accord? Donc, connais bien tes 1 RM quasiment sur chaque exercice, essaie de t'arrêter 2-3 reps avant l'échec, et là, tu vas observer, ajuster. Et comme je dis toujours, les gars, n'oubliez pas, c'est la muscu, pas que la muscu. Peace. We never forfeit, we keep us coaching. If we blow up, shit's out of proportion. We going crazy, we don't like bopping. When we pull up, we causing distortion. Look, stuck inside the box, I'm trying to